Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire checklist pour l'appel Pathfinder Open. Donc, nous avons souhaité, avec mes collègues, organiser donc ce webinaire. Alors, peut-être déjà, comme vous en avez certainement l'habitude depuis de nombreux mois, pour la tranquillité et la meilleure compréhension de tous, merci de couper votre micro. Si vous souhaitez intervenir, levez la main, mais posez plutôt vos questions, privilégiez le Slido et vous avez le lien, enfin le QR code pour vous connecter en direct ou alors via le lien www.slide.do et avec le hashtag UC Pathfinder pour poser vos questions et que nous reprendrons toutes à la fin de cette session. Alors, nous sommes ensemble pour une petite heure et demie. Nous allons essayer de balayer aujourd'hui l'ensemble des questions, mais je vous invite, pour ceux qui peut-être n'auraient pas pris connaissance de l'ensemble des détails sur l'appel Pathfinder, à également regarder au travers du lien qui s'affiche sur votre écran le replay du webinaire que nous avions organisé le 25 janvier dernier. Alors, juste peut-être pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, slide suivante, if you please. Voilà. Donc, le PCNEIC Pathfinder est transition, donc est composé de 3 personnes. Donc, Elsa, notre coordinatrice, Chiara et moi-même qui sommes membres à 40% de notre temps. Donc, chacun d'entre nous étant par ailleurs actif dans une autre fonction complémentaire à celle-ci. Alors, peut-être la slide suivante pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Donc, voilà, le programme qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de revoir rapidement la philosophie. Si quelqu'un a son micro ouvert, s'il pouvait, s'il vous plaît, le couper. Merci. Donc, l'objectif, hein, encore une fois, de ce webinaire qu'on a appelé checklist, c'est vraiment pour vous qui êtes en train de peaufiner les derniers détails d'une proposition pour être déposée le 4 mai, le Pathfinder Open, c'est de vous assurer que vous avez bien tous les éléments, que vous avez bien tout vérifié, bien compris ce qui était attendu. Donc, dans un premier temps, on va regarder, on va faire revérifier le positionnement de votre projet en rappelant la philosophie de ce qu'est un projet EIC Pathfinder Open. Puis Elsa et Chiara développeront les différents points d'attention sur la candidature, les éléments que vous devez bien vérifier, le contenu de ce qu'on appelle la partie B, hein, qui est le contenu rédactionnel et sur lequel vous êtes essentiellement jugé, et puis un petit récap en fin de parcours. Alors, il y a une main qui se lève tout de suite. Alors, je ne sais pas si c'est un problème ou une question. Parce que si c'est des questions, peut-être privilégier Slido, sauf si c'est un problème technique. Alors, Madame Lager. Madame Lager, peut-être, oui. Ou peut-être c'était une erreur. Vous nous entendez, Madame Lager, non? Bon, bah, écoutez, on va continuer. Slide suivante, s'il te plaît. Oui. Alors, la suivante encore. Oui. Voilà, donc petit rappel, mais j'imagine que la plupart d'entre vous, si vous êtes bien là pour suivre la checklist avant dépôt d'un projet, vous connaissez tout ça par cœur, mais ça fait toujours du bien de le redire. Donc, le nouveau Conseil européen de l'innovation, qui est l'instrument phare du pilier 3 Europe innovante d'Horizon Europe, voulu par la Commission européenne avec l'impulsion de la France pour faire de l'Europe un leader d'innovation et donc financer de l'innovation radicale à haut risque et créatrice de nouveaux marchés, limiter le risque de ces projets pour attirer des investisseurs privés et soutenir les meilleurs innovateurs. Donc ça, c'est le continuum depuis la science jusqu'au marché en passant par la technologie et l'industrialisation de l'innovation, donc couvrir toute la chaîne et avec, je dirais donc, pour l'ensemble de ces 3 instruments qui se déroulent le long de la chaîne de maturité technologique,
des appels bottom-up, c'est-à-dire à sujet ouvert, donc open, et des appels top-down à sujet imposé, dits challenges. Donc aujourd'hui, nous sommes bien pour parler de l'instrument Pathfinder sur l'appel open. Voilà. Alors, les grands principes de l'IAIC Pathfinder Open, c'est déjà la réponse positive aux 3 questions suivantes. Est-ce que vous avez une vision d'une future technologie qui pourrait faire une réelle différence dans nos vies? Donc le mot dans nos vies est important, hein. Donc ça doit concerner à la fois un aspect sociétal et économique. Voyez-vous une manière plausible, alors oui, non. Voyez-vous une manière plausible de réaliser la percée scientifique qui permettra de réaliser cette technologie? Et enfin, est-ce que vous pouvez réaliser la preuve de principe et valider la base scientifique de la future technologie en collaborant avec une équipe interdisciplinaire de chercheurs et d'innovateurs? Alors par innovateurs, on entend aussi bien, je dirais des publics que privés, industriels, ou utilisateurs finaux, et cetera. Donc ce qui est en gras est très important, notamment je soulignerai la preuve de principe et la partie, le mot interdisciplinaire, qui est vraiment, vous le verrez tout à l'heure, en ce qui sera rappelé par mes collègues, un point essentiel des attentes de l'IIC Pathfinder. Donc si vous pensez que vous répondez oui à ces 3 questions, ben, vous êtes dans le bon webinaire. Ou tout au moins, si vous êtes en train de préparer une candidature, vous êtes dans la bonne direction. Alors, il y a des caractéristiques communes, pardon, qu'on appelle des gatekeepers, à ces appels. C'est donc, on est bien sur des technologies radicalement nouvelles avec un fort impact potentiel. On n'est pas sur de l'incrémental. On est sur une percée scientifique concrète, mais à la frontière de la connaissance et ambitieuse. Et puis avec ce qu'on appelle une approche high risk, high gain, c'est-à-dire que les risques d'échec ou de non mise sur le marché sont contrebalancés par des risques, au contraire, de solutionnement et d'ouverture marché, solutionnement de problèmes sociétaux et d'ouverture marché importante en cas de succès. Voilà, et donc des objectifs qui doivent être en tout état de cause concret. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous aider à vous donner toutes les chances de succès. C'est un programme qui est très intéressant, avec un financement assez élevé pour des projets de cette nature, mais qui dit très intéressant et financement élevé, dit aussi forte compétitivité. Donc, pour rappel, le taux de succès de 2021 était 6,45%, mais comme on le dit, une célèbre loterie, 100% des gagnants ont essayé. Et le but, c'est aussi aujourd'hui de vous donner toutes les chances pour augmenter ce taux. Alors, premier enseignement, le Pathfinder Open, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas le RC, hein. On est bien sur de la collaboration et on est aussi sur de la science et de la technologie. Ce sont ces 3 mots qui sont des ingrédients essentiels. L'IIC Pathfinder Open n'est pas aligné sur les feuilles de route établies de l'industrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on, même si il y a, je dirais, peut y avoir une influence dans les prix, de répondre autour des priorités actuelles de l'Europe, que sont un regain de souveraineté, le pacte vert, etc. On ne suit pas des feuilles de route technologiques ou les feuilles de route des grandes alliances industrielles voulues par l'Europe. On est bien sur un sujet ouvert, de façon à ne... L'idée politique derrière, c'est d'être sûr de ne pas manquer une nouvelle technologie ou une opportunité qui viendrait répondre à un enjeu sociétal et que l'on n'aurait peut-être pas vu en étant en suivant trop des feuilles de route. Donc sur le Pathfinder Open, le mot open est bien là pour ça, c'est important de le souligner. Alors ça n'empêche pas qu'on peut se référer à certaines feuilles de route, mais on n'est pas aligné dessus. Et donc une vision à long terme est nécessaire et essentielle, mais bien sûr aussi
la façon d'y arriver. Il ne suffit pas de voir loin, il faut aussi pouvoir décrire la façon la plus plausible, hein, il n'est pas certain que ce soit la seule façon, mais la façon la plus plausible que vous envisagez pour arriver à ce résultat à long terme. Un petit retour aussi sur ce que je disais, le côté rupture par rapport à l'incrémental. Heu, pour autant, c'est pas parce que quelque chose n'a pas déjà été fait qu'il est suffisamment nouveau pour l'IFC Pathfinder. Donc il faut vraiment, cette notion de rupture est importante. Et puis, un point aussi on est à un peu moins d'un mois de la deadline, il il faut malgré tout considérer, pour augmenter ce taux de succès, que l'écriture d'un projet, c'est pas l'écriture d'un article scientifique, pour ceux parmi vous qui en ont l'habitude, mais ça demande un investissement, aussi conséquent. Donc c'est quelque chose, dont il faut être, conscient. Alors, peut-être quelques rappels de règles d'éligibilité, qui peut soumettre? Alors sur l'IIC Pathfinder Open, il n'y a qu'une seule règle, c'est la règle communément connue, admise, enfin ou commune à Horizon Europe, c'est un consortium d'au moins 3 entités légales différentes, issues de 3 pays différents. 3 pays qui sont soit des États membres, soit des États associés, mais avec un au moins établi dans un État membre. Attention, attention, je vous le mets en rouge parce qu'on a vu on a eu beaucoup de questions et on a vu des non-éligibilités, heu heu, je dirais presque bêtement, arriver alors que les proposants avaient passé et investi du temps. Ne tombez pas dans ce piège, attention aux pays associés, hein, pour certains pays, sont en voie d'association, mais ne le sont pas à l'heure où on parle, ne le seront peut-être pas à l'heure où votre projet sera en phase d'évaluation et de grant preparation. Donc, soyez bien attentifs là-dessus et petit rappel, le Royaume-Uni, n'est pas associé. A priori, l'association viendra peut-être en 2022, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Idem pour la Suisse, qui n'est pas près de l'être. Donc, voilà, attention à bien respecter cette dimension. La participation du secteur privé, à savoir, ça peut être soit de grands industriels, soit de PME, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être fortement encouragée, à condition d'être pertinente. Notamment, on voit que les aspects concernant le transfert de technologie ou la valorisation sont au cœur de l'évaluation, notamment de l'impact qui pèse quand même, pour 20 du poids, mais ça peut faire la différence. Alors, au niveau de la coordination, il est vrai que, sur l'ensemble des projets financés à l'issue du call 2021, il n'y en avait que 3 qui étaient coordonnés par des entreprises. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça ne veut pas dire que si vous êtes une entreprise, et que vous êtes coordinateur, que c'est pas la peine d'aller plus loin. Pas du tout, mais simplement c'est une statistique qu'on vous livre. Donc il n'y a pas obligation, mais il faut d'une certaine façon, prévoir cette participation du secteur privé. Si elle n'est pas, contractuelle au niveau des partenaires, elle peut l'être au travers d'un advisory board ou de choses comme ça. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà et malgré tout, on voit que 45, projets sur les 56 avaient au moins une entité privée dans le consortium. Alors la taille du consortium, elle n'est pas indiquée, hein, vous voyez que c'est minimum 3, mais on a constaté une taille moyenne autour de 5,75, pour être précis, sur les appels 2021. Donc voilà, c'est une indication, vous voyez pour ceux peut-être qui auraient déjà l'habitude des appels thématiques, ce qu'on appelle le pilier 2, des clusters, qu'on est sur des consortiums plus petits. Alors, la commission considère que le budget, de 3 millions d'euros est quelque chose à viser, peut-être légèrement moins, à condition que ce soit bien approprié. On peut aller plus loin même, mais là aussi, il faut pouvoir le justifier, pleinement. Donc c'est vrai que c'est malgré tout le budget moyen des projets qu'on a vu financer en 2021 et avec une durée, donc une durée théorique comprise entre 36 et 60 mois, même si elle n'est pas explicitement indiquée, et là encore on a vu une durée moyenne, autour de 45. Le budget, pour l'IFC Pathfinder, il est en augmentation,
183 millions d'euros en 2022 contre 15, enfin plus de 15 par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire, hein, si vous faites mathématiquement le calcul, qu'on peut s'attendre à une bonne soixantaine de projets, et donc une deadline pour donc confirmée au 4 mai. Et je vais passer la parole à mes collègues pour la suite. Donc si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas à les poster dans Slido. Et c'est à moi. Merci beaucoup, Laurent. En tout cas, je prends la suite. On va passer maintenant à la partie A et notamment aussi à la mise en place de votre proposal sur le Funding and Tenders portal. Alors peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous avez vu et revu, que vous faites au quotidien, mais pour d'autres, ça n'est pas le cas. Donc, pour reprendre les différents éléments de la candidature, la soumission de la proposition se passe sur le portail de la commission, donc c'est le Funding and Tenders Portal, qui est le même en fait pour 99% des propositions d'Horizon Europe. La proposition se divise en deux parties. La partie A, qu'on peut retenir comme administrative, et la partie B, qui est la partie scientifique, celle que vous rédigez et qui se passe directement se divise en trois catégories pour les critères d'évaluation sur lesquels on reviendra par la suite. Donc là, on a déjà mis un petit disclaimer pour tout le monde, ne pas attendre la dernière minute pour remplir la partie A, parce qu'on peut se dire, oui, ce ne sont que des cases à remplir, mais non, il peut y arriver, selon les thématiques de votre projet, que vous ayez des documents à remplir, à rédiger. Donc, ça peut vite être chronophage et stressant, du coup, si vous n'y attendiez pas. Donc, vraiment, on vous le dit, prévoyez-le, au moins c'est fait et vous pouvez vous concentrer sur le reste. Donc, le Funding and Tender Portal, vous pouvez vous y connecter d'abord en créant un login. Il faut d'abord avoir son login pour pouvoir créer un projet. Vous sélectionnez ensuite l'appel. Donc là, c'est EIC Pathfinder Open 2022. Vous le voyez là. Vous avez même en dessous le topic ID qui est horizon-EIC, etc., etc. Et via cette page-là, vous pouvez commencer à créer votre proposition. Donc, il me semble que vous descendez un peu plus bas et vous mettez Start the submission ou Start the proposal. En tout cas, je pense que c'est assez explicite pour que vous y retrouviez. Et dès ce moment-là, si vous avez un service d'accompagnement, c'est aussi écrit, n'hésitez pas, enfin même c'est le bon timing pour commencer à les contacter, pour les informer que vous souhaitez déposer, pour qu'ils vous accompagnent dans le dépôt, dans la structure ou dans le montage, ça dépend de leurs prérogatives là-dessus, mais il faut vraiment les informer au plus tôt quand vous voulez déposer un projet. Ça aidera tout le monde à la fin. Donc, c'est très bien. Et quand vous créez le draft de la proposition, vous devez déjà y indiquer le titre, l'acronyme, l'organisation coordinatrice, donc voilà, c'est-à-dire la structure qui est représentée, on va dire, en termes d'entité légale, et le contact principal, donc le coordinateur ou la coordinatrice qui est potentiellement vous. À savoir que rien n'est définitif. Vous rentrez le titre, l'acronyme, mais vous pouvez encore les modifier par la suite. Hein. Donc, vous pouvez très bien mettre à compléter, à compléter. Il faudra juste pas, bien sûr, oublier de les modifier après. Alors, par la suite, vous allez arriver donc sur cet endroit-là, vous allez indiquer les différentes entités, mais aussi potentiellement les partenaires et les affiliated entities. Donc, pour les personnes qui avaient peut-être l'habitude de monter des projets sous H2020, les affiliated entities, pour rappel, ce sont les anciennes tierces parties liées. Donc, on vous a mis un exemple de comment cela apparaîtrait. Vous voyez qu'on a le coordinateur qui est l'Université de Lille en haut. Et un peu en décalé, on a son affiliated entity qui s'avère être l'INSERM. Et on a mis le CNRS en tant que partenaire. Donc là, c'est un partenaire à part qui n'est pas affilié à l'Université de Lille. Et on voit très bien que cette entité-là apparaît en tant que partenaire à part entière dans le projet. On fait un petit point là-dessus parce qu'on sait que ça porte à confusion, parce qu'il y a un autre endroit sur le portail où c'est peut-être un peu moins clair dans la numérotation des partenaires, où on va avoir par exemple l'INSERM qui va apparaître, comme c'est indiqué là, comme partenaire numéro 2. Vous voyez un petit rond bleu avec écrit 2. Mais on tient à préciser, c'est ça qui fait foi. Si c'est écrit Affiliated Entities, l'INSERM ne sera pas considéré comme une des entités partenaires ou bénéficiaires du programme. Ce sera vraiment l'Affiliated Entity de l'Université de Lille. Donc voilà, vous voyez qu'il faut renseigner d'ailleurs leur PIC, donc c'est le numéro d'identification de l'établissement. Vous pouvez contacter votre cellule Europe ou autre service d'accompagnement que vous avez qui ont peut-être en leur possession
pics-là, ou alors directement, peut-être voir avec des personnes, si ce n'est pas le cas, pour avoir et obtenir ces différents pics. Par la suite, quand vous avez validé cette partie avec les partenaires, qui est toujours modifiable, hein, là, cette partie qu'on vous a montrée, vous allez y arriver automatiquement quand vous allez créer votre proposition. Mais si vous attendez encore un peu de temps pour compléter, parce que vous êtes très en avance et que voilà, vous attendez encore des numéros de pics, vous pouvez très bien y revenir plus tard. Donc, ce n'est pas très important là-dessus. Mais en tout cas, la page sur laquelle vous retomberez systématiquement quand vous vous reconnecterez à votre proposition, c'est cette page-là. Donc, sur cette page-là, vous retrouvez toutes les informations importantes. Vous avez le nombre de jours qui restent avant la clôture, même la deadline, l'heure de clôture qui est aussi très importante, les calls d'identification et d'autres templates sur lesquels nous reviendrons par la suite. Donc, vous voyez Administrative Forms, part A, c'est assez explicite, c'est là que la partie A se passe. Et là, on va faire un petit focus là-dessus de mon côté. Donc, tout simplement, vous cliquez là-dessus et vous allez être envoyé sur une autre page, donc là, qui est déjà présentée dans le petit encadré rouge. Et dans cette autre page, vous allez avoir des formulaires qui vont s'enchaîner, qu'il faudra remplir, compléter. Et à la suite d'avoir rempli ces données-là, ce formulaire va être validé ou non. Donc, vous allez avoir un message d'erreur pour vous dire s'il manque des choses. Il faut bien faire attention à bien tout compléter. Donc, on va passer catégorie par catégorie, assez succinctement, mais en même temps, on ne va rien oublier. Donc, vous avez les General Information par rapport à votre proposition. Si, par exemple, vous aviez noté à compléter, c'est ici qu'il faudra revenir si vous voulez modifier l'acronyme initial. C'est là aussi que vous allez pouvoir mettre le titre complet de votre proposition, la durée qui est toujours en mois, des mots-clés que vous pouvez rentrer pour donner des détails sur le scope de votre proposal. Et il y a enfin les descriptors. Donc, vous avez entre 3 et 6 descriptors qu'il faudra choisir dans une liste déroulante. Alors, pour une question, notamment pour les open qui sont ouverts à toutes les propositions, il y a on va dire, un choix en entonnoir qui est fait entre grandes disciplines pour arriver plus précisément sur votre thématique et des descriptors qui pourraient vous convenir. Mais on vous dit vraiment de bien prendre le temps de choisir ces descriptors parce que c'est ça qui va permettre de composer les jurys et d'envoyer votre proposition à des évaluateurs qui sont pertinents pour votre proposal. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut bâcler, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et qui va notamment pouvoir plus ou moins aiguiller votre proposition et la mettre dans un panel ou dans les mains de quelqu'un qui aura de l'expertise et qui pourra évaluer au mieux votre proposition. Donc, le titre doit être compréhensible pour les non-spécialistes. Hein, il faut qu'on ait l'idée qui ressorte. Et les mots-clés, vous pouvez en mettre autant que nécessaire. L'abstract, alors l'abstract, c'est vraiment, on va dire, le résumé d'un livre. Hein, la comparaison est un peu facile, mais il faut donner envie de le lire. C'est là, vous avez 2000 caractères, c'est quand même très court, mais il faut que toutes les informations, on va dire, importantes qui vont donner envie d'en apprendre plus et de financer votre projet vont se trouver. Il doit être très bien décrit, clair et dynamique, dans le sens où c'est la première chose que va lire les évaluateurs. Donc, on sait très bien que la première impression ne fait pas tout, mais fait quand même beaucoup. Donc, s'il a envie ou elle a envie de lire la suite, c'est très important. Et c'est dans cet abstract-là qu'on va devoir déjà retrouver des bribes des objectifs du projet, comment vous souhaitez les atteindre, et notamment la pertinence par rapport au work programme, donc les bénéfices sociétaux et économiques de votre projet, les différentes applications, les ambitions que vous portez, etc., etc. Et il faut savoir, c'est très important, que cet abstract est non confidentiel. Alors, il serait publié si votre projet était financé. Si je ne dis pas de bêtises, Chiara ou Laurent, vous m'arrêtez, mais ils ne seront pas publiés, bien sûr, si vous ne l'avez pas. C'est pour vous dire que si vous êtes financé sur Cordis, qui est la base de données de toutes les propositions financées, tout le monde pourra y avoir accès. Et bien sûr, on a mis une petite flèche rouge. On vous demande est-ce que vous avez déjà déposé cette proposition dans les 2 ans. Donc, on a déjà eu des questions. Est-ce que je le coche, sachant que je l'ai déjà déposé? Alors oui, ça ne sert à rien de mentir, parce que, ça ne porte vraiment pas préjudice. Tous les lauréats avec qui on a pu discuter ont déposé 2-3 fois leur proposition avant de l'avoir. Donc, si ça portait préjudice d'avoir déjà déposé, il n'y aurait pas ce résultat-là de l'autre côté. Et puis, je pense que c'est même plus à titre informatif. Et si vous mettez non, ils ont moyen de retrouver l'information. En fait, parce qu'ils ont des bons logiciels à la commission pour retrouver des mots-clés. Donc, ça ne sert à rien de mentir. Autant mettre la vérité, ça ne porte pas du tout préjudice. Voilà. N'ayez pas peur de cette question qui paraît anodine et qui l'est, en fait. Il y a finalement aussi la partie participants. Donc, c'est là où on disait qu'il pouvait y avoir des questions qui pouvaient être soulevées. Dans la liste des participants que vous voyez, l'Université de Lille, on voit qu'en numéro 2, comme partenaire, on a l'INSERM,
Mais on voit que dans la colonne rôle, il est bien en tant qu'affiliated, mais ne vous inquiétez pas, les affiliated entities ne sont pas comptés comme des partenaires à part entière. Je le répète parce que je peux comprendre totalement que ça puisse inquiéter, mais ça n'est pas le cas. Donc, c'est là où vous allez avoir la liste des personnes que vous avez, enfin des entités que vous avez intégrées précédemment quand on vous l'a montré. Et après, vous avez Show Participant Details. Donc, c'est là où vous allez devoir remplir ou du moins demander aux personnes responsables des établissements partenaires de vous donner les informations pour remplir les détails sur chaque partenaire. Il y a aussi à cet endroit-là des informations qu'il faut mettre sur les chercheurs qui sont impliqués dans la proposition. Donc, ça, c'est assez récent, si je ne dis pas de bêtises. Ça n'était pas le cas sous H2020. Donc voilà, ça c'est des nouveautés auxquelles il faut se faire et qui sont communaux à tous les RIA. Ce n'est pas une spécialité EIC, si je ne dis pas de bêtises non plus, n'étant pas la grande spécialiste là-dessus. Donc vous indiquez les informations sur les chercheurs, aussi le niveau de la carrière. Ça leur permet d'avoir une vision plus précise sur les backgrounds, plutôt les niveaux d'expertise et de carrière et d'avancement de carrière des personnes qui font partie de votre proposition. Les publications sont également maintenant indiquées dans cette partie-là. Donc, vous avez jusqu'à 5 publications que vous pouvez indiquer avec une petite description qui est jusqu'à 500 caractères. Et puis, pour chaque participant, vous avez en plus de ces informations-là, à cocher quel est le rôle de cette organisation dans le projet, donc qui permet d'avoir une visibilité plus rapide sur le rôle de chacun dans le consortium pour les évaluateurs. Donc, c'est des données qui sont traitées par les évaluateurs. C'est de l'administratif, mais ça sert quand même dans le jugement de votre proposition. Et le budget, donc le budget se remplit ici. Donc bien sûr, à votre niveau, le budget, il est plus détaillé parce que vous allez essayer de faire une prospective de vos besoins en interne et des coûts que vous allez devoir engager. Mais là, on est vraiment sur des coûts généraux, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les petites lignes entre elles. Donc les coûts de personnel, c'est les coûts de personnel. Donc là, on a le personnel permanent, les CDD. Donc, c'est-à-dire quand on dit les CDD, c'est les PhD, les postdocs, etc., etc. Donc là, ça apparaît que sous un chiffre qui est commun, mais à votre niveau, c'est quelque chose qui doit être estimé avec les cellules qui vous accompagnent plus précisément pour arriver finalement à un chiffre concret et réaliste qui va être indiqué dans ce budget-là. Le subcontracting, donc le subcontracting, c'est la sous-traitance tout simplement que vous allez pouvoir mettre. Donc, il y a aussi un montant général. Et donc, comme il s'agit d'une facture, c'est le montant, on va dire, la facture qui est envisagée. Et ces subcontracting ne génèrent pas d'indirect cost. Pour expliquer ce que sont les indirect costs, ça va être plus simple. C'est 25% des coûts directs. Donc, c'est-à-dire que vous avez tous vos coûts directs. Les coûts directs, ça va être le personnel, ça va être les coûts d'achat d'équipements, de missions, etc. Ça, c'est les coûts directs. Donc, automatiquement, pour couvrir tout ce qui est indirectement lié à la production de votre projet, la commission verse 25% de ce montant-là. Et c'est le coût direct plus ces 25% qui font votre budget total. Le subcontracting ne génère pas ces 25% parce qu'on considère que c'est une tâche qui est donc externalisée. Donc, tous les coûts indirects qui peuvent être, par exemple, l'eau, l'électricité, n'ont pas à être couverts par ces 25%. Donc, à savoir que quand vous mettez un montant dans le subcontracting, ça ne va pas bouger la colonne indirect cost qui est, elle, générée automatiquement. Et comme je le dis un peu par la même occasion, les purchase costs, c'est les missions, les équipements. Donc, l'équipement, notre PCN juridique fait des explications bien plus précises, mais pour rappel, c'est proportionnel au taux d'utilisation sur l'amortissement pendant la période du projet. Bon, si ça fait peur, allez voir sur le PCN juridique, c'est beaucoup mieux expliqué. Et aussi consommables et tous les frais qui sont liés à la dissémination et à la valorisation aussi de l'API. C'est là-dedans que vous allez les indiquer. Donc ça, c'est le budget. C'est là que vous allez indiquer, c'est une ligne par partenaire, mais aussi une ligne par affiliated entity. Vous voyez que l'INSERM, par exemple, a sa propre ligne. Ça, c'est quelque chose à voir avec les cellules qui vous accompagnent, je le répète, mais c'est eux les experts sur ces questions-là. Alors, comme c'est pour quelques rappels sur la vision, enfin sur le budget, c'est une vision globale par partenaire. Et qui apparaît uniquement dans la partie A. Dans la partie B, vous allez mettre les détails des personnes par work package, et par participant, les détails sur la sous-traitance. En fait, on va dire le côté détaillé et narratif du budget se trouve dans la partie B. Dans la partie A, vous allez avoir
que les gros budgets, les grosses lignes, et c'est là où les évaluateurs vont avoir les informations sur les grandes lignes de budget. Pour comprendre ce que vous faites avec cet argent et potentiellement ce que vous envisagez, ils vont pouvoir se renseigner sur la partie B. Et les purchase costs ne doivent être justifiés que s'ils dépassent 15% des coûts de personnel. Alors, je ne sais plus si c'est automatiquement indiqué quand ils le dépassent, mais en tout cas, à vous de vérifier, il me semble pas. Il me semble que c'est à vous de vérifier que vos purchase costs ne dépassent pas les 15%. Et s'ils dépassent les 15% de votre coût de personnel, c'est par partenaire. C'est-à-dire que si vous êtes le CNRS et que pour la ligne CNRS, vous dépassez de 15% les personnel costs, vous devez décrire les purchase costs. Et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé de décrire les purchase costs. Ligne séparée pour les affiliated entities, c'est ce qu'on disait. Et les affiliated entities, donc je l'ai dit succinctement que c'était les anciens tierces parties, mais il faut qu'il y ait un lien juridique préexistant. Et donc, oui, tout ça est régi par l'article 8 pour les personnes qui voudraient voir le détail. Mais en général, si vous êtes accompagné, ces personnes qui vous accompagnent sont expertes là-dessus et pourront vraiment vous indiquer comment ça se passe, comment les lignes de budget doivent être construites dans ce cas-là. Et pour rappel, le IC Pathfinder, c'est une RIA, tout ce qui est le plus normal, donc il n'y a pas de particularité en termes de budget, c'est-à-dire que c'est les mêmes choses qui sont éligibles pour une RIA dans un autre programme de la commission que pour le IC, donc pas de panique. Le budget se construit comme tout projet collaboratif Horizon Europe. Et oui, c'est vrai qu'on a un petit disclaimer parce que là, en fait, c'est des retours qu'on a eu de contact de certaines personnes. Si vous avez un partenaire qui n'est pas un État membre ou pas un État associé, donc pour l'instant, l'exemple étant la Suisse, ça pourrait être un très bel exemple. Cette entité n'est pas éligible au financement. Mais vous avez un partenaire, vous avez très bien le droit de faire participer des Suisses dans votre consortium sans qu'ils reçoivent de financement. Ça, ce n'est pas un problème. Et vous pouvez très bien indiquer leur budget. Mais si vous indiquez leur budget, pensez à bien mettre 0 € dans la partie Requested EU Contribution. C'est très, très important parce que faire participer une entité qui n'est pas un État membre ou un État associé, ce n'est pas un souci. Mais à partir du moment où vous demandez un financement pour ces entités-là, vous rentrez dans un autre cadre qui s'appelle Exceptional Funding. Et donc, votre proposition va être regardée sous un tout autre angle. C'est-à-dire qu'on va regarder, moi je crois qu'on va y revenir par la suite, mais bon, vaut mieux 2 fois qu'une. On va regarder si, par exemple, cette entité suisse, elle est vraiment unique en son genre et si elle est irremplaçable par une autre entité en Europe. Donc, si vous amenez une entité qui a une expertise, mais c'est une expertise que vous pouvez trouver autre part en Europe et que vous demandez de l'argent pour eux, en fait, on va vous rejeter leur participation au-delà de ça. Et en fait, c'est dommage parce que vous allez intégrer, imaginons que vous avez demandé 500 000 € pour la Suisse dans votre budget total. On va vous dire non, la Suisse ne peut pas parce qu'on a considéré qu'ils n'étaient pas assez exceptionnels en termes d'entité et d'expertise pour leur donner les 500 000. Donc, vous allez avoir 500 000 € de moins sur votre budget. Vous pouvez toujours essayer de négocier, mais ça, voilà, je préfère pas vous dire de miser là-dessus. Mais ça, c'est très important. Donc, si juste vous avez des partenaires suisses que vous voulez voir participer, qui se financent tout seuls ou par leur État, vous pouvez indiquer leur budget, mais bien mettre 0 € en Requested EU Contribution. Voilà. Donc ça, s'il y a des questions, n'hésitez pas à la fin. Et pour finir, pour la partie A, la partie éthique et sécurité qui est très importante, il faut attentivement lire toutes les questions. S'il y a une des questions auxquelles vous correspondez, vous cochez oui, vous avez la colonne page. Donc, dans la colonne page, vous allez mettre la page dans laquelle, dans la partie B, donc dans votre proposal, vous faites référence à cette notion-là, à cette question d'éthique. Et si vous cochez oui à n'importe quelle question, vous devez remplir, et c'est là où je disais, pensez à bien remplir la partie A en avance parce qu'on peut avoir des surprises. Il faut bien que vous remplissiez le Ethic Self-Assessment. Donc, c'est un petit self-assessment tout simplement pour expliquer comment vous avez pris en compte la dimension éthique dans votre projet. Donc voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour la partie A et je vais laisser la parole à Chiara. Voilà. On va continuer donc sur un check sur le contenu de votre projet en regardant plus en détail la partie B, le document scientifique donc de votre projet. Qu'est-ce que c'est cette partie B? Où est-ce qu'on trouve le template? C'est toujours là sur la page numéro 5 que Elsa vous a montré tout à l'heure sur le Participant Portal, sur le site de soumission de la commission. Un peu plus bas, par rapport à la deadline, etc., un peu plus bas, on trouve
un lien, un bouton pour downloader, pour télécharger les templates officiels vierges, un format doc, c'est un format Word. Désolé pour ceux qui utilisent des formats libres. Je sais que ça peut créer des soucis, des contraintes, mais c'est le format qui est proposé par la Commission européenne. Et une fois remplis ces templates, ces formulaires, ils devront être téléchargés ici sur la partie droite, qu'on a encerclée, signalée avec un 2, un format PDF. Donc pas un format .doc, .docx, mais un format PDF. La structure de cette partie B est séparée en 3 parties, donc en 3 grandes sections, qui retracent exactement, précisément les 3 critères d'évaluation, excellence, impact et mise en œuvre, qui sont les 3 critères classiques d'Horizon Europe. Chaque section est séparée en des sous-sections qui, comme par hasard, retracent exactement les sous-critères. On ne va pas ici faire un focus sur les critères d'évaluation, on en a déjà parlé dans le webinaire qu'on a fait en janvier, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer cette correspondance très précise entre critères d'évaluation et structure de la partie B. Le template, il faut le suivre. Il faut coller à cette structure de manière très scolaire. Il ne faut pas s'éloigner, notamment parce que les évaluateurs vont devoir aller chercher précisément dans la sous-section qui correspond aux sous-critères les réponses aux questions qui leur permettent d'évaluer et de noter chaque sous-critère. Ça, c'est pour ce qui concerne la structure de la partie B. Pour aller un peu plus loin dans l'écriture, dans le contenu de la partie B, tout d'abord, on souhaite revenir très rapidement sur le processus d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir à qui vous adressez, qui va lire le document scientifique, qui va l'évaluer. Ce n'est pas des gens de la commission, ce n'est pas des administratifs, ce sont vos pairs. Après avoir soumis, après la deadline de l'appel à projet, l'évaluation des propositions commence et la première phase se passe à distance. Les propositions sont évaluées par des experts évaluateurs qui ont été choisis par rapport aux descripteurs et aux mots-clés libres que vous avez indiqués, comme vous l'a dit Elsa très soigneusement, dans la partie A. Donc attention, parce que ceux qui vont recevoir votre proposition dépendent de ces choix. Donc ces experts évaluateurs évaluent en remote votre proposition. Pour rappel, chacun de manière indépendante, sans se parler. Les propositions sont notées, des moyennes sont faites pour le porter à la connaissance du comité d'évaluation qui va s'occuper de la deuxième phase d'évaluation. Entre ces 2 phases, avec Horizon Europe, la Commission, l'EISMEA, a introduit une phase nouvelle dite de rebuttal, une phase de droit de réponse aux critiques ou aux points qui ont été soulevés par les experts évaluateurs externes. Ce n'est pas comme dans le cas d'une soumission d'un papier, une espèce de négociation avec ces experts évaluateurs. Simplement, les expertises des experts externes et les réponses que vous aurez voulu ou pu apporter seront toutes transmises au comité d'évaluation. Donc, il n'y aura pas de modification de avis des experts évaluateurs par rapport à vos réponses, aux réponses que vous aurez pu donner. Ce qui est important aussi de bien remarquer, c'est que cette phase de droit de réponse dure 8 jours. Elle se passera vraisemblablement au début du mois de juillet. Donc, sachez-le, si vous êtes en train de déposer un projet début mai, que début juillet, vous serez sollicité, vous serez amené à éventuellement utiliser ce droit de réponse. Très important aussi, c'est que le contenu de votre proposition, de ce que vous avez écrit dans la partie B, ne peut pas être altéré ou modifié ou amplié ou augmenté
par les réponses que vous allez fournir. Ce n'est pas ça le but de cette rebuttal phase. Il s'agit de répondre à des commentaires de manière basée sur les faits de ce qui a été écrit. Éventuellement, l'évaluateur n'aurait pas vu une partie ou se serait trompé de manière explicite par rapport à ce qui est déjà écrit dans la proposition. Donc attention à ce que vous choisissez d'écrire et de mettre dans votre proposition là maintenant. Le template commence tout d'abord, le template fourni et que vous avez téléchargé sur le participant portal commence par des remarques pratiques sur les éléments pratiques et de format de votre proposition. Donc, on l'a déjà dit, il faut suivre la structure du template. Il y a une limite de pages pour les sections 1 à 3 qui est de 17 pages, tout compris, figures, tableaux, etc. N'oubliez pas de retirer les instructions qui sont fournies avec le template. Important, les pages annexées ne seront pas considérées ainsi que les liens cliquables, les hyperliens que vous aurez pu mettre. Donc, elle doit être tout incluse. J'ai vu sur le Slido une question qui concerne d'éventuelles annexes, notamment pour des lettres de soutien d'industriels ou pour des études cliniques, etc. Il n'y a pas d'annexe pour le Pathfinder Open, pour le programme Pathfinder Open, sauf un annexe qui concerne éventuellement les clinical trials. Il n'y a pas de template pour cela. En revanche, si vous souhaitez vraiment ajouter des lettres de soutien, ce n'est pas quelque chose qu'on conseille d'habitude parce que tout doit faire partie des 17 pages. Une lettre de soutien prend une page minimum. Est-ce que c'est aussi important qu'une page de proposition? Ce n'est pas sur ça que vous êtes évalué. Si cela est bien expliqué dans une section que vous avez le soutien, comment l'industriel éventuellement qui vous soutient va être impliqué, etc., ce n'est peut-être pas nécessaire. En tout cas, des annexes ne sont pas, enfin d'autres annexes que ceux qui sont officiellement admis n'est pas possible d'ajouter. Sur le formatage de votre texte, c'est du Times New Roman ou équivalent pour Apple ou Linux, un 11, interligne simple. C'est important, ça peut sembler bête, mais il faut effectivement que les pages soient en format A4 avec des marges de 15 mm minimum en haut, en bas, à droite et à gauche. Il faut suivre ces instructions au plus près pour ne pas tomber dans des remarques. La commission peut demander de reformater le projet et si tout ne rentre pas, les parties qui seraient en plus des 17 pages seraient exclues de l'évaluation. Donc, attention à la base du formatage. Dans le template, pour ce qui concerne vraiment les sections 1 à 3, à chaque début de section, dans le template, vous trouverez la liste des questions qui reprend chaque sous-critère. Ces questions sont les mêmes questions qui sont posées aux évaluateurs, auxquelles les évaluateurs explicitement vont répondre et dont vous trouverez peut-être la réponse ou leurs commentaires par rapport à ces questions dans l'Evaluation Summary Report. On a mis ici un exemple des questions pour la section 1, l'excellence. Ça peut paraître évident, mais les réponses à ces questions doivent être trouvées facilement par les évaluateurs. Ils ne doivent pas aller chercher des significats, des sous-entendus, lire entre les lignes de ce qu'ils trouvent, de ce que vous écrivez dans la partie B. Cela aide la lecture, aide l'évaluateur et permet une évaluation, on va dire, plus simple et peut-être un peu plus favorable de votre projet s'il est écrit de manière plus claire. On va rentrer dans le détail rapidement de chacune des 3 sections. À partir de la première, l'excellence. Allez dans l'ordre. Commencez donc par ce qui est proposé. La première sous-section qui est proposée, qui est demandée,
est de commencer donc à décrire votre projet par la vision à long terme de la technologie future qui est visée par votre projet. C'est peut-être pour certains d'entre vous qui ont l'habitude de rédiger des papiers, c'est un peu le processus mental inverse. Parfois, typiquement dans un papier ou dans l'écriture d'une thèse ou d'un HDR, etc., parfois on commence plutôt par un modalité entonnoir, par l'état de l'art, pour aller de plus en plus vers le présent, l'état de l'art actuel, ce que vous voulez faire et ce vers quoi vous voulez aller dans le futur, à la fin du discours. Là, l'exercice est interverti. Il faut commencer par proposer votre vision à long terme. C'est quelque chose que, comme le disait Laurent, demande du temps, de la réélaboration de votre projet lorsque vous l'écrivez. Donc, n'hésitez pas à faire des premiers jets, de deuxième jets, de relire, de faire relire le projet pour pouvoir arriver à cette manière d'exprimer qui est très particulière. Ensuite, sur la deuxième partie, sur l'état de l'art, la deuxième sous-partie, pardon, où on demande un positionnement précis de votre projet. Il faut citer précisément, il faut connaître, il ne faut pas oublier les concurrents, ce qu'on a pu faire, enfin ce que vous avez pu faire pour contribuer à l'avancée de cet état de l'art. Et tout ça avec une perspective bien précise, qui est celle de faire ressortir les aspects de rupture, de nouveauté et d'ambition de votre projet. Ce n'est pas juste pour dresser un tableau complet, joli, ce n'est pas une revue. Il s'agit là de mettre en perspective et de faire ressortir les aspects que les évaluateurs vont aller chercher, ou comment ils peuvent prouver et montrer que votre projet est un projet de rupture, ambitieux. Dans la troisième sous-partie, il est question d'objectifs, de méthodologie, etc. Pour les objectifs, vous connaissez peut-être cet acronyme qui est SMART. On l'utilise souvent pour dire que quand vous précisez les objectifs de votre projet, donc vous tracez précisément les limites, les bords, le cadre de votre projet, soyez toujours spécifique. Proposez des manières pour mesurer l'atteinte de ces objectifs, qui soient bien sûr réalistes et atteignables dans le timing du projet. C'est quelque chose effectivement qu'on a souvent remarqué dans les ESR qu'on a pu analyser pour les projets soumis en 2021. C'est ce manque de précision et de concreteness, de concrétude des objectifs. Donc, soyez bien concret et spécifique. Il faut aussi évoquer la méthodologie pour atteindre ces objectifs dès la partie 1. Ce n'est pas uniquement dans la partie 3 ou quand on décrit les work packages. C'est attendu dans la partie 1.3, dans la sous-partie 1.3, ainsi que d'autres aspects comme la dimension de genre, la science ouverte et le management des données. Ce sont des points qui sont précisément listés dans le template. On suggère toujours d'utiliser des schémas et des images pour faciliter la compréhension. Les schémas et les images doivent être travaillés et clairs pour apporter de la compréhension et non pas pour brouiller les idées, pour qu'il y ait tous les éléments écrits en minuscules sans qu'on puisse vraiment utiliser l'image pour augmenter et clarifier la compréhension du projet. Et aussi, soyez concis dans cette partie. C'est un exercice très difficile, mais soyez synthétique le plus possible parce que les autres parties, notamment l'implémentation, peut prendre pas mal de place. On vous met ici une petite liste de questions que vous pouvez vous poser vous-même ou proposer aux personnes à qui vous faites relire votre projet lors de la relecture avant la soumission, pour bien vérifier que, par exemple, la rupture a été bien démontrée, que le positionnement par rapport à l'état de l'art est clair, qu'on a pu convaincre sur les avancements sociétaux, économiques, etc. C'est des questions voilà, qu'on vous laisse ici, qui peuvent être proposées et qui peuvent vous aider à
à prendre un peu de distance et à vous mettre à la place d'un évaluateur qui va devoir répondre à ces questions de manière objective, sans connaître ce qui n'est pas écrit explicitement dans votre proposition. Tout ce que vous connaissez de votre équipe, de votre consortium, etc. On avance sur la section 2, sur l'impact. Là encore, ça peut sembler générique, mais soyez toujours spécifique. Utilisez des indicateurs, des cibles qui sont quantifiables, qui peuvent être mesurées. C'est une remarque qui est revenue de manière régulière dans les ESR aussi pour la section impact. C'est le manque de précision et de clarté des affirmations qui étaient portées dans cette section. Ça c'est très important, écrivez et posez-vous la question, réfléchissez et couchez sur le papier une stratégie d'exploitation avec un clair schéma vers le marché. L'objectif de Pathfinder, Laurent vous l'a montré à un tout début de présentation, est d'arriver à un TRL 3-4. Ce n'est pas d'aller sur le marché, ce n'est pas d'avoir un produit prêt à être commercialisé, etc. Ce qui est important en revanche, c'est de montrer aux évaluateurs que vous pensez au futur, que vous êtes déjà dans cette perspective, même si elle ne va pas être réalisée pendant le projet. Les actions qui vont être menées pendant le projet et qui concernent l'exploitation, la valorisation, les actions de communication et dissémination, etc., vont dans un sens pour atteindre un certain objectif, un certain marché, avec une certaine idée d'exploitation du produit, de la technologie derrière, et qui sont donc cohérentes avec cette stratégie. C'est important d'y réfléchir dès maintenant, avec les partenaires appropriés, avec les structures d'appui appropriées, parce que c'est quelque chose qui est regardé, évalué, et évalué de manière très positive si c'est clair et précis. Il est important d'impliquer et de donner des responsabilités, des rôles de responsabilité à ceux qu'on appelle les key actors, les acteurs clés. Ça peut être des partenaires privés, des startups, SMI, ou des jeunes chercheurs, des jeunes innovateurs qui vont être au cœur du développement du secteur de la technologie dans le futur. Dernier point, sur la troisième sous-section de cette partie impact, c'est autour des actions de communication et dissémination. On veut juste rappeler ici rapidement que la communication n'est pas la dissémination. Ce sont deux choses différentes et qui diffèrent tout d'abord de part de leur objet. Donc l'objet d'une action de communication est plutôt le projet lui-même. C'est une communication, on va dire, autour du projet, qui peut donc commencer dès le début du projet, alors que pour une action de dissémination, on voudra plutôt aller communiquer les résultats atteints dans le projet. Et donc, probablement, une action de dissémination ne pourra pas se faire dès le premier jour du projet, parce qu'on n'aura pas déjà des résultats sur le projet. Et diffèrent aussi les actions de communication et de dissémination de part des cibles. Les actions de communication s'adressent à un public qui est large, qui peut comprendre aussi de la société civile, des lycéens, des stakeholders, un sens très très large, alors que les activités de dissémination seront plutôt adressées vers vos pairs, chercheurs, innovateurs, entreprises, décideurs publics, etc. Les actions de dissémination comprennent aussi toutes les actions de transfert de technologie, donc tout ce qui peut être publication, brevet, les aspects liés à l'open access, à la protection des résultats, doivent bien être prévus ici. À nouveau, une liste des questions à se poser lors de la relecture de cette partie. Je veux souligner en particulier la deuxième,
sur la stratégie de protection intellectuelle qui doit être prospectée de manière concrète et adéquate, cohérente par rapport à votre technologie, en particulier en allant préciser le quoi, le qui, le comment vous souhaitez exploiter les résultats, pourquoi, est-ce qu'il y a déjà une analyse de marché, est-ce que vous commencez à prospecter un business model pour l'exploitation de votre technologie. Ce sont des questions à vous poser lors du montage, lors de la préparation de ce projet et à faire ressortir de manière claire dans ce que vous écrivez. Sur la troisième section, la qualité et l'efficience de l'implémentation, enfin l'implémentation, il s'agit de présenter d'abord l'expertise des membres du consortium. Qu'est-ce que membre, ça veut dire dans ce contexte? Ce n'est pas les organismes tutelle gestionnaires de votre laboratoire, par exemple. Donc, il ne s'agit pas de présenter l'expertise du CNRS. Il ne s'agit pas non plus d'aller présenter l'expertise de chaque personne individuelle. Il s'agit d'aller présenter l'expertise de l'équipe projet qui est autour du PI, donc l'équipe du laboratoire, l'équipe projet qui a été rassemblée et qui permet de montrer donc la complémentarité, les différentes briques que les uns et les autres apportent au projet. Aussi, dans cette section implémentation, il y a plusieurs aspects à aborder, notamment la liste et la description des work packages. Comme on le dit ici, pensez au work package non scientifique et non technique, donc le work package management, par exemple, le work package dissémination, communication, etc. Il est obligatoire de présenter une Gantt chart, donc une organisation de ces work packages sur une ligne temporelle, des work packages, des tâches, etc., sur une ligne temporelle, sur la durée du projet, ainsi que une représentation graphique qui peut être, on appelle PERT chart, mais un diagramme de bloc de n'importe quel type peut aller pour décrire les relations entre les différentes composantes du projet. Ça peut être les différentes équipes, les différentes expertises. Bien sûr, comme on l'a dit pour les figures, les tableaux, que ces figures soient lisibles et claires et utiles pour apporter de la compréhension à votre projet. Il y a des listes à fournir obligatoirement dans des tableaux. Ne les oubliez pas parce qu'elles sont obligatoires. Liste des livrables, la liste des milestones, la liste des risques. Le management des risques est très important et doit être précis et bien réfléchi. Faites pas l'impasse sur cette partie parce que quand elle manque, c'est un point négatif qui est souligné dans les Evaluation Summary Report. Et pour terminer cette partie, les tableaux relatifs au budget dont déjà Elsa vous a parlé rapidement. Voilà, encore une fois, une petite liste de questions à vous poser et qui reprennent certains aspects importants, la clarté de la gestion des risques, la répartition des moyens appropriés. Attention aux rôles et aux interactions entre les partenaires qui doivent donc être décrits et ressortir de manière visuelle, leur expertise, leur précédente collaboration, l'équilibre entre les partenaires, leur complémentarité, l'équilibre de la répartition des ressources, des tâches, des rôles, etc. On arrive, et là on va conclure très rapidement pour laisser le temps des questions, à la soumission de votre projet avec une checklist finale très rapide. Ce sont 3 diapos, 4 plutôt, sur l'éligibilité et sur chacune des 3 sections pour vous permettre, si vous le souhaitez, d'utiliser ce diaporama comme vraiment petite checklist à côté avant la soumission. Sur l'éligibilité, très rapidement, on l'a déjà dit, le consortium, la composition du consortium, vérifiez bien
Ça fait partie vraiment de l'éligibilité de votre projet. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter le PCN juridique et financier. Mais surtout, en premier lieu, contactez vos cellules support, vos cellules juridiques, et des cellules Europe et cellules juridiques. Les activités proposées dans le projet doivent être éligibles. Ça peut sembler évident, mais attention à tout ce qui peut être éventuellement recherche militaire ou recherche qui peut apporter des préjudices à l'homme, à l'environnement, etc. Tout ce qui est aspect éthique et intelligence artificielle, parité de genre, open science and open data sont des questions d'éligibilité. Si elles ne sont pas respectées, votre projet peut être jugé inéligible. Sur la partie A, n'oubliez pas, ça, on l'a déjà répété plusieurs fois, l'importance des mots-clés et du résumé du projet. Les informations administratives des participants doivent être complètes et correctes. La présence du budget, le pourcentage, le tableau, c'est ça qui fait foi et on ne va pas pouvoir négocier le budget après coup. Ce qui est soumis dans la partie A, c'est ce qui rentre après dans la contractualisation si votre projet est accepté. Et aussi, pour terminer, la cohérence de ces informations administratives et financières avec la partie B. Quand il s'agit de décrire le budget, la liste des participants, l'implication, le nombre de personnes mois, etc. Concernant la partie B, il faut bien sûr remplir donner des réponses sur les sections 1 à 3 du document scientifique, y compris tous les tableaux qui sont indiqués. Ce document ne doit pas dépasser les 17 pages et il y a un seul annexe qui est admis, comme on le disait, c'est l'annexe concernant les essais cliniques et qu'on peut télécharger sur le site. Pour conclure, pour soumettre votre projet, concrètement, comment on fait? On revient sur la page où on a pu télécharger et uploader le document scientifique. On peut validate en cliquant sur le bouton Validate. Pour vérifier que votre proposition est complète, ça permet de checker que la partie administrative et la partie scientifique sont bien complètes. Et on peut ensuite cliquer sur le bouton Submit pour soumettre. Une proposition peut être soumise plusieurs fois, à tout moment, et peut être aussi rétractée à tout moment avant la deadline. Seulement la dernière version des documents que vous téléchargeriez sera visible et sera utilisée. Et c'est pour cela qu'on vous encourage fortement à soumettre et à commencer et à même conclure votre soumission avant le 4 mai. Parce que, voilà, comme on l'écrit, en cas de problème technique, le 4 mai, mieux vaut avoir un projet et une proposition imparfaite qu'aucune proposition du tout. Et on conclut, voilà, vous aurez ici des liens utiles et à nouveau le lien pour revoir notre présentation plus globale du programme Pathfinder Open 2022 qu'on a faite en janvier. C'était vraiment la dernière diapo. Je pense qu'il y a déjà quelques questions, pas mal de questions sur le Slido et peut-être sur le chat aussi. Oui, tout à fait, il y en a pas mal. Si tu veux, je vais partager l'écran avec le Slido. Oui, il faut que j'arrête du coup. Je ne sais pas si ça prend le dessus. Arrêter la présentation, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Eh bien, super. Du coup, on va se lancer un petit peu. Je crois que je m'entends en écho chez toi, Chiara. Mais je non, mais t'inquiète pas. Tu t'entends en écho, il faut que tu baisses peut-être un peu le son. Donc, du coup, on va commencer. On a répondu à quelques questions par écrit. Donc, on va prendre dans l'ordre des demandes. Donc, est-ce que preuve de principe est égale à une preuve de concept, proof of principle ou proof of concept? Alors ça, c'est un grand débat. En fait, ce qui peut permettre de mettre tout le monde d'accord, et bien sûr, je laisserai mes collègues réagir là-dessus, c'est la preuve de principe qui équivaut à un TRL 3. Donc, on sait que des fois, il y a des quiproquos parce que pas mal de personnes disent que proof of concept, c'est plutôt un TRL 6, donc beaucoup plus avancé. Donc, clairement, c'est une preuve de principe et pas une preuve de concept, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en tout cas, si vous connaissez les échelles de TRL, on se situe en TRL 3. Voilà, c'est ça qui est attendu, TRL 3, 4 en fin de projet. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Comme on l'a dit, là, c'est le moment, si vous voulez lever la main aussi, on peut faire ça en parallèle pour expliciter mes propos, etc. Combien de fois pouvons-nous resoumettre le projet? Alors ça, j'ai déjà répondu à l'écrit, mais ça va être très rapide. Il n'y a pas de restriction de resoumission. Vous pouvez déposer autant de fois que vous voulez. Alors, il n'y a pas de restriction de resoumission sur le Pathfinder. C'est précis. Ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, le Pathfinder, il n'y en a pas. Mais ce n'est pas le cas pour tous les calls de l'EIC. Donc ça. Je me permets juste une petite précision. Effectivement, c'est exactement ça. Juste attention, au bout de la 5e fois, si vous resoumettez exactement le même projet, pile poil, copie-coller de A à Z, faites attention à la nouveauté de votre projet, parce que quelque chose qui était extrêmement de frontières, nouveau, avancé par rapport à l'état de l'art et des connaissances techniques il y a 5 ans, peut-être 5 ans après, les évaluateurs, le comité, qui ne sont pas les mêmes, hein, mais pourraient trouver que du coup, si l'état de l'art est le même qu'il y a 5 ans, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire évoluer, en tout cas, d'une année à l'autre, par rapport aux avancées dans votre domaine, dans votre recherche, dans votre technologie, dans les résultats que aussi vous-même, vous avez pu obtenir entre-temps. Oui, tout à fait. Hein. Je rejoins totalement Chiara là-dessus. C'est pas à force de déposer sans modifier que ça va passer, mais si vous modifiez et que vous prenez en compte les évaluations à chaque fois, vous avez plus de chances. Sur le papier, rien ne vous en empêche, mais c'est peut-être pas non plus la solution optimum, comme précise Chiara. Alors, bonjour, est-ce possible de mettre en annexe les lettres de soutien d'investisseurs, par exemple dans l'annexe clinical trial? Alors, je ne pense pas que ce soit nécessaire déjà de mettre des lettres d'investisseurs dans le sens où ce n'est pas demandé. Et je pense que ça peut juste embrouiller les évaluateurs, le fait que vous ne mettiez pas le bon document dans cette annexe-là. Enfin, c'est vraiment pas recommandé. Non, je pense qu'il faut absolument proscrire de mettre quoi que ce soit d'autre qu'une clinical trial. Et même, alors je sais qu'il y a d'autres propositions autres que Pathfinder. Des fois, vous avez les options pour mettre plein d'annexes. Les annexes, c'est pas souvent regardé systématiquement par les évaluateurs, mais alors là, je rejoins Laurent. Si c'est écrit clinical trial, n'essayez pas, c'est pas l'occasion de mettre autre chose. Voilà. C'est pour ça. Et si ce n'est pas ça, de toute façon, ils ne regarderont pas. Est-ce que si nous avons un partenaire UK dans le consortium, doit-on indiquer 0 pour le budget également? Alors, le UK, c'est un peu particulier. Il faut savoir qu'on a un PCN juridique et financier qui est expert là-dessus. Donc, vraiment, si vous avez un cas particulier, allez-y. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que les UK, pour l'instant, l'accord de l'association n'est pas signé et on n'a aucune garantie qu'il le soit, et ça n'a pas l'air d'être parti pour, au moment de la signature du Grant Agreement. Donc, si votre projet est accepté, que vous signez votre contrat, si à ce moment-là, l'accord d'association avec le UK n'est pas signé, ils ne sont pas éligibles au financement. Donc, soit vous prenez le risque, mais c'est à vos risques et périls alors déjà de vous assurer de l'éligibilité, parce qu'ils ne font pas partie des 3 qui permettent l'éligibilité, mais si vous êtes 5 partenaires, un Belge, un Français, un Espagnol, et vous voulez rajouter un Britannique, que vous mettez un budget, le risque, c'est tout simplement qu'on vous sucre. On n'entend plus. On n'entend plus du tout? Si, c'est revenu. Ah, pardon. On a perdu ta phrase. En tout cas, c'était... de nouveau, on ne t'entend plus. Le risque, c'est qu'on vous sucre le... Je vais peut-être prendre ton relais parce qu'on ne t'entend plus. Oui, attention à ce que disait Elsa. Le Royaume-Uni est en cours d'association pendant l'année 2022, mais le gouvernement britannique a assuré qu'il financerait sur ses propres fonds tous les entités qui seraient impliquées dans des projets Horizon Europe acceptés. Donc, pour éviter tout risque, il vaut peut-être mieux donc respecter le critère d'éligibilité en étant, comme le disait Elsa, au moins 3 États membres ou associés formellement. J'insiste sur le formellement. Et indiquer 0 dans la partie EC Contribution. Pas dans la partie budget nécessairement, mais dans la partie EC Contribution. Alors, ça avait l'air de venir de ton côté, Laurent, parce que tout le monde a l'air de m'entendre. Mais, ah bon, excuse-moi alors. Non, mais pas de souci, hein, ça me va si tu prends le relais. Oui, ça vient effectivement de mon côté. Non, mais t'inquiète pas. Je m'en excuser. En tout cas, la question suivante, je la prends parce que j'ai commencé à y répondre et j'ai supprimé parce que je suis en discussion en parallèle avec le PCN juridique.
Alors voilà, la question, c'est est-ce que le CERN, enfin les organisations internationales sont considérées, comptent parmi les partenaires minima aussi. La question au-delà de ça, c'est est-ce qu'ils sont éligibles au financement. Donc, les organisations internationales, si elles sont considérées comme des IERO, alors c'est International ou European Research Organization, donc IERO, sont considérées comme des IERO auprès de la Commission, elles sont éligibles au financement. Donc la question qui se posait, c'est oui, mais là, le CERN, c'est basé en Suisse, donc c'est un pays qui est non éligible. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme les 3 éligibles? Donc j'ai demandé à notre PCN juridique qui allait investiguer très rapidement. Au début, c'était non, mais en fait, au final, si tout est clair et si vraiment vous avez un cas particulier, vous pouvez aller voir le PCN juridique et financier. Il s'avère que ils peuvent faire partie des 3 entités légales minimum. Voilà. Il y a eu un petit moment de vague, donc je suis navrée à la personne à qui j'ai répondu, j'ai supprimé après, donc c'est pour ça que je voulais prendre la parole là-dessus. Les entités IERO sont considérées comme des organismes à part entière. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, si un IERO est établi en France, c'est considéré comme une entité française. Donc, vous ne pouvez pas mettre le CNRS plus un IERO en France. Ça fera 2 Français, ça ne fera pas 2 pays étrangers différents. Si je ne dis pas de bêtises, Chiara a l'air d'affirmer et qui est quand même plus de spécialité là-dessus. Oui. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, je m'excuse d'avoir mis une fausse réponse. Je préfère corriger maintenant. Juste Vas-y. ce que dit Ingrid, elle, qui vient de répondre à une personne qui fait partie de l'audience aujourd'hui, qui lui a posé une question, c'est qu'un IERO est entendu comme étant établi dans un État membre différent de celui des autres entités légales participant à l'action. Donc, un IERO français à côté d'un partenaire français, ça ferait 2. L'article 23.9. Oui, c'est là où on va laisser, si vous avez des cas, demander à Ingrid. De redemander. Voilà, là, c'est des choses qui nous échappent. C'est Ingrid. Ingrid est vraiment. Elle vient d'envoyer un post dans notre liste. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Parfait. Voilà, super. Si elle y répond, Je vous le mets dans le chat, ce qu'elle a écrit. C'est elle, la grande connaisseuse, la juriste des PCN, donc c'est elle qui a la bonne parole là-dessus. Donc on vous laisse suivre ce qu'elle vous dit là-dessus. J'avoue que c'est des cas très spécifiques, donc on ne va pas non plus passer trop de temps dessus parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais n'ayez pas d'hésitation à contacter le PCN juridique si vous avez des doutes sur l'éligibilité. Donc voilà. Bonjour, je suis un industriel. Si on a déposé un dossier pour EIC et l'accélérateur EIC Transition, est-il possible de déposer un EIC Pathfinder? Tout à fait. De toute façon, on part du principe que vous n'allez pas déposer un projet sur la même technologie, vu qu'on n'est pas sur le même avancée de développement de la technologie en question. Donc, il n'y a aucune restriction là-dessus. On a vu des propositions à obtenir un accélérateur et déposer sur des transitions ou autres. Donc, aucune restriction à ce niveau-là. Juste attention, l'EIC accélérateur est un instrument mono-bénéficiaire pour les industriels. La transition peut l'être, mais le Pathfinder est un instrument exclusivement collaboratif, en plus que sur toute une autre échelle, sur toute une autre philosophie. Mais rien ne vous empêche de vous lancer dans un projet Pathfinder. Si on met 0 pour un partenaire, doit-on présenter un budget de 3 millions répartis sur les autres? Oui, je ne suis pas sûre de comprendre. En fait, si vous mettez un partenaire suisse et que vous mettez Requested Contribution 0, les 3 millions sont basés sur le Requested Contribution. Oui. Vous avez le droit de demander jusqu'à 3 millions à la commission. Donc, c'est dans la colonne demande faite à la commission qu'on va additionner les montants. Donc, oui, bien sûr. J'ai entendu RIA, est-ce que l'EIC Pathfinder est remboursé à 100%? Je crois que Laurent ou Chiara a répondu tout à fait, c'est remboursé à 100%, c'est une RIA. En fait, dans le tableau du budget qu'Elsa a montré sur la partie A, vous n'avez même pas le choix sur le reimbursement rate. Il est automatiquement mis à 100%, que ce soit des partenaires publics ou privés. Budget, pourriez-vous donner plus de détails sur les attendus pour Income Generated by the Action, Financial Contribution on Resources? Non, dans le sens où... Ok, on ne t'entend pas si tu veux dire quelque chose. Oui. Mais en tout cas, pour ma part, et puis même pour notre PCN, on ne peut pas vous donner enfin, du moins, je n'ai pas la spécialité pour vous donner des informations là-dessus. C'est des questions qui sont RIA communes et qui sont très spécifiques à tout ce qui est
ressources financières. Donc, ce n'est pas notre PCN qui va pouvoir vraiment vous aider. Après, Chiara, qui a une expertise là-dessus, peut peut-être vous en dire deux mots, je ne sais pas. Vas-y, Chiara. En fait, c'est les colonnes qui sont un peu plus sur la droite du tableau du budget dans la partie A. Je pense que ça se réfère à ça. Alors déjà, ce sont des colonnes qui sont par expérience pas très souvent utilisées pour des projets Pathfinder Open. Là, effectivement, comme le disait Elsa, on ne va pas se lancer dans une explication complète de ce tableau ou de tous les aspects financiers du projet, mais effectivement, on a donné les grandes lignes des aspects financiers les plus utilisés, les plus communs pour les projets Pathfinder Open. L'aspect income generated by the action, je pense que c'est beaucoup plus souvent pour des projets, ça peut être peut-être des transitions ou des accélérateurs ou des clusters, mais aussi financial contribution, c'est pour des projets qui ne sont pas financés à 100%, par exemple. Donc, où est-ce que vous cherchez la partie restante de contribution? C'est des ressources propres, etc. Mais voilà, on va pas aller plus loin sur ces aspects. N'hésitez pas à vous adresser à vos cellules support pour ce genre de questions générales. Que conseillez-vous à un consortium composé uniquement d'académiques concernant le rapprochement des futurs investisseurs et industriels? Alors, il y a pas vraiment, il y a pas mal de consortiums parmi les consortiums lauréats qui sont que en académique au niveau du Pathfinder. On va dire que c'est la dernière étape où c'est considéré comme justifié, même s'il y a quand même pas mal de consortiums qui ont au moins une entreprise. Sachant que je dis ça parce qu'il ne faut pas vous dire je dois mettre une entreprise pour mettre une entreprise. Ça ne sert à rien de mettre une entreprise s'il n'y a pas de plus-value à l'avancée de votre projet. Par contre, effectivement, sachant que l'après du Pathfinder est aussi important que le pendant, il faut bien inclure des liens avec des investisseurs ou des end-users potentiels, enfin les stakeholders du marché que vous visez à terme. Donc, Advisory Board, c'est un très bon exemple de ce qui a pu être fait et ce qui a pu être salué. C'est d'avoir du coup d'une assemblée bien Advisory Board où vous auriez ponctuellement soit des associations de potentiels end-users, je ne sais pas si on est dans le médical, ça peut être des associations de staff médical ou alors des associations de patients, mais aussi pour tout ce qui est industriel, avoir des représentants de différents industriels du domaine que vous visez qui viendraient ponctuellement vous donner alors avis ou des conseils du coup sur l'avancée de votre projet. Donc il n'y a pas vraiment de vraies règles, voilà, mais il faut trouver un moyen pour montrer que vous avez impliqué et que ce n'est pas que entre académiques. C'est un projet qui a des visées technologiques, donc c'est vraiment un point qui peut vous être reproché de trop rester sur la recherche et on veut arriver à notre preuve de principe et après, on verra, alors qu'il faut bien montrer le continuum que vous voulez créer par la suite. Donc, l'advisory board peut être une très bonne solution. Alors, les parties 4 et 5 du B ont disparu des fêtes open. Alors là, Chiara, est-ce que toi, tu y aurais... Oui, non. Alors, effectivement, les parties 4 et 5 n'existent plus dans la partie B. En revanche, ces mêmes parties, vous l'avez vu, Elsa vous l'a montré dans la partie A, elles sont de quelque sorte intégrées à la partie administrative, au part A, que vous remplissez donc en ligne. Il y a notamment concernant la partie 4, qui était la description des partenaires. Dans la partie de chaque partenaire, alors peut-être, je ne sais pas si c'est la peine de remettre la présentation, mais du coup, vous avez le tableau avec la liste des personnes qui participent, ou un petit tableau avec la liste de 5 publications les plus marquantes, intéressantes, relevantes pour cette proposition, et la liste de 5 projets aussi que le PI ou le partenaire auquel le partenaire a pu participer. Et pour terminer aussi, la liste des infrastructures auxquelles vous avez accès et qui sont nécessaires pour le projet. Il y a aussi une liste, on l'a montré dans un encadré, enfin dans une diapo, une liste de ce que le partenaire va faire dans le projet. Excusez-moi, je n'ai pas en tête l'intitulé. Manager le projet, effectuer la recherche, effectuer du développement technologique, de transfert de technologie, etc., etc. Et la partie éthique,
aussi est désormais incluse uniquement dans la partie A. On coche la case, on doit se référer à la page du partie B où on parle de l'utilisation d'animaux, etc. Typiquement dans la section 1 ou dans la section 3. Et après cette partie où on coche les cases, on a un encadré où on décrit l'ethic self-assessment. Voilà, j'ai cherché mes paroles. Manuel, peut-être vous voulez intervenir parce que c'est vous qui avez posé la question et je ne suis pas claire dans ma réponse. Non, non, c'est très clair. Merci beaucoup, Chiara. En fait, oui, je voulais intervenir parce que j'ai posé une question en deux, parce que je n'avais pas assez de caractères. Donc, c'est par rapport au nombre de départements, parce qu'en fait, pour chaque partenaire, par exemple le CNRS, on peut avoir, souvent, il y a des projets où on a plusieurs labos CNRS qui apparaissent en tant que département dans les formulaires. Donc là, nous, on est en train de monter un proposal où on va avoir 5 labos CNRS. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait mettre que 3 départements. Il y a une limite. Alors, apparemment, ce serait un bug de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah, d'accord. Ok. Alors, déjà, je vois votre question. Voilà, c'était celle-ci, non? Oui, c'est ça, oui. Ok, je vois ce que vous voulez dire. En fait, dans la liste des participants, quand on rentre dans le détail du participant, on peut ajouter plusieurs départements concernés et qui, du coup, vous permettent typiquement au CNRS d'afficher les différentes UMR ou laboratoires qui font partie. D'accord. En effet, c'est la première fois où je suis personnellement confrontée à cette question. Et aussi au titre du PCN, il ne me semble pas qu'on ait jamais reçu de questions à ce sujet. Si c'est effectivement un bug du site, ça relève grosso modo de tous les appels. Comment y échapper? Je vous conseille déjà de contacter le help, les adresses de contact pour le site de soumission. Après, ça veut dire effectivement qu'il y aurait 4 ou 5 partenaires scientifiques CNRS en France. C'est ça qu'on est en train de dire. Ouais, après, il y a un responsable pour tout le CNRS. Et après, mais ça, c'est assez classique. On a eu déjà des projets comme ça. Mais avec, par exemple, 4, moi, je vais me souvenir d'un projet avec 4 partenaires CNRS. Et en Italie, par exemple, aussi, il y a des institutions ou le Max Planck, par exemple, en Allemagne. Mais il n'y avait pas de limite. Et là, apparemment, c'est limité à 3. Mais donc, les informations qu'on a eues auprès de notre délégation CNRS, c'est que c'est un bug. Évidemment, ça complique beaucoup parce qu'en fait, après, il faut décrire 2 partenaires en un. Enfin bon, donc je vais contacter, je vais suivre votre conseil, je vais contacter. Oui, je rejoins Chiara. Si c'est un problème du site, si on vous a dit que c'est un problème sur le site, il faut contacter le IT et le desk. C'est vrai que là-dessus, on peut pas faire grand-chose. Mais oui. Attention, parce que si ces 4 laboratoires demandent chacun une partie, on va dire, proportionnelle. Oui, bien sûr. Non, donc on essaie de faire attention à, voilà, tout à fait. On essaie de faire attention au la budget. moitié, les 3/4 du budget avec 2 autres petits partenaires. Voilà, c'est un peu... réfléchissez au proportionnement et à la cohérence du partenariat par rapport aux attentes. Ouais. Là, on serait plutôt autour de 40-45% pour le CNRS, un peu moins, peut-être 40%. Après, ça se fait quand même fréquemment au CNRS. C'est quelque chose qui est géré par les chargés d'affaires Europe qui ont l'habitude d'avoir 4-5 laboratoires. Donc, je pense que ça va vite être réglé, ça doit être vite pris en compte dans la gestion du budget, si vous êtes accompagné, j'imagine. Oui, c'est ça. Si je peux me permettre, j'avais une autre question, c'était sur le Gender Equality Plans. Vous dites que c'était mentionné dans votre checklist éligibilité. À quel endroit et sous quelle forme on doit faire apparaître ceci? Je crois que le Gender Equality Plan apparaît pour chaque partenaire. En fait, chaque partenaire doit attester le fait qu'il respecte au sein de son institution le Gender Equality Plan. Donc, par exemple, pour le CNRS, si ça n'a pas bougé depuis 2 ans, c'est toujours oui. Mais après, c'est chaque établissement, chaque partenaire à part entière qui doit le valider.
si je ne dis Dans pas la de partie bêtises. A, il y a Ouais, une… C'est dans la partie A, d'accord, c'était ça ma question finalement. Ok, très bien. Je crois que Merci beaucoup. quand vous mettez Show Participants Details, c'est là où vous allez la voir pour chaque partenaire dans la première partie de la partie. Ok, merci bien. Du coup, est-ce que le IC Pathfinder Challenge répond aux mêmes critères que l'Open, éligibilité, consortium, taux de remboursement, à part l'approche top-down? Alors, le IC Pathfinder Challenges, il y a quelques similarités, bien sûr, sur la philosophie du Pathfinder en soi, mais l'éligibilité peut être différente, le consortium aussi, les taux de remboursement, par contre, sont les mêmes. Et par contre, les critères d'évaluation sont différents, le budget est différent. Donc, en fait, si vous souhaitez déposer un EIC Pathfinder Challenges, on vous conseille déjà d'aller sur le site. On a fait une longue page pour présenter cela et on va faire un webinaire dédié. Mais il ne faut pas partir du principe que c'est la même chose. Il n'y a pas le même nombre de pages. Il y a quand même pas mal de choses qui diffèrent. Il y a quand même des modifications. Après, si vous avez par exemple vous n'avez pas obtenu votre Pathfinder Challenges, est-ce que c'est une question qui est liée à ça en 2021 et que vous voulez déposer votre Open là en mai pour essayer de l'avoir sous le Pathfinder Open, c'est totalement faisable, mais il faut bien penser à adapter son proposition, qu'on ne répond plus aux mêmes besoins, on ne répond pas à un portefeuille de projet, mais vraiment, on est vraiment en électron libre, on a un budget qui est réduit, parce qu'un Pathfinder Challenge, c'est 4 millions, alors que là, on est à 3 millions. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Voilà. Si Chiara ou Laurent veulent ajouter quelque chose, n'hésitez pas. On va dire que c'est bon. Oui. Non, mais… Là, pour l'essai Pathfinder Challenges, on va faire des webinaires spécifiques dans quelques mois. Donc, voilà, n'hésitez pas pour en savoir plus. Est-ce que chaque partenaire doit être leader d'un work package? En fait, il n'y a pas vraiment de doit être, mais il y a une certaine logique où si vous avez des partenaires qui ont des complémentarités d'expertise, a priori, il y en a qui vont avoir des rôles de leader sur plus ou moins un work package et une tâche, du coup. Donc, oui, mais en même temps, si c'est le même, s'il n'y a que le même partenaire qui est lead sur tous les work packages, je vous dirais qu'il y a un problème d'équilibre dans votre consortium. Donc, en soi, c'est plutôt, si j'ai un consortium équilibré, a priori, naturellement, les work package leaders vont être différents et représenter tous les partenaires du projet. Voilà, je ne sais pas si ça paraît une réponse claire, mais voilà. Bonjour, est-ce possible de mettre une page en format paysage? Donc, j'imagine pour un tableau, je ne sais pas si j'avais lu ça, mais je ne sais pas s'il y a des contre-indications, c'est plutôt à vos risques et périls pour le côté prise de place. Peut-être Chiara ou Laurent, je ne sais pas si vous avez des retours là-dessus. Moi, je ne vois pas. Alors, je n'ai jamais lu de contre-indication par rapport à ça. Personnellement, c'est aussi assez rare de voir des projets. J'ai vu rarement des projets qui ont mis des pages à l'horizontale. Peut-être c'est pour une figure particulière, un dessin particulier ou un tableau particulièrement large avec beaucoup de colonnes. La personne qui a posé la question n'hésite pas de prendre la parole pour préciser. Moi, je ne vois pas de contre-indication. Moi, j'en vois pas trop non plus. Et sur d'autres, alors pas sur des Pathfinder, mais sur d'autres projets, j'ai déjà vu pour la compréhension de la lecture, mettre une page en paysage. Après, il faut faire attention quand vous la transformez en PDF, que ça ne soit pas perdu et qu'on reste et surtout qu'on ne triche pas en termes de taille, quoi. Voilà. Mais des choses toutes petites, il n'est pas lisible. Voilà, c'est ça. Si en fait c'est un gros tableau avec 3 colonnes et du coup ça prend 1 page et demie quand c'est en format normal et ça prend qu'1 page quand c'est en format paysage. Donc du coup c'est un gain de place. La page en format paysage, c'est le contenu qui peut être mis plutôt en format 90 degrés, rotation de 90 degrés. Parce que du coup, ça permettrait de garder les mêmes en-tête, bords, marges, etc.
Ouais, je vais regarder tout ça. Merci. On va conclure. Alors, on va peut-être reprendre une dernière question, mais sachant que Slido, vous y avez accès après l'événement, pendant 1 ou 2 jours ou 2-3 jours. Et donc, nous, on va vous répondre à l'écrit à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Il y en a encore 4, Elsa. Juste non, ouais. On va aller très vite. Mais... D'accord, ok, parce qu'on va aller très vite. On enchaîne du coup avec la même chose, mais dans une demi-heure. Donc, le Purge Chart est-il obligatoire? En fait, c'est un peu un indispensable et qui est habituel pour tous les évaluateurs. Donc, ils vont plutôt être déstabilisés s'il n'y a pas. Il ne me semble pas qu'il y ait d'obligation à part entière comme un critère d'éligibilité, mais c'est que c'est quelque chose qui est légitimement partie de la gestion de projet et de ce qui est attendu de votre part pour présenter votre projet. Donc voilà là-dessus. À moins que Chiara, Laurent, n'hésitez pas à ajouter. Comment doit-on présenter l'équipe de budget entre les partenaires si certains ne sont pas financés? Faut-il donner estimation des coûts qu'ils engageront? Alors, en fait, vous parlez des pays tiers qui ne sont pas éligibles au financement, si j'ai bien compris. Il n'y a pas d'obligation à indiquer leur coût. Vous pouvez très bien mettre votre établissement suisse et mettre 0,00, mais juste pour l'indiquer. Après, des fois, par exemple, pour les pays comme le Royaume-Uni ou la Suisse, il est recommandé pour avoir le financement du gouvernement, il me semble, d'indiquer le montant du budget et en mettant bien 0, mais il faut avoir une preuve que vous avez demandé, imaginons 400 000 euros pour la Suisse, tout en mettant 0 à la fin. Donc, en fait, il n'y a aucune obligation, mais vérifiez bien, parce que si vous voulez avoir des financements parfois nationaux par ces pays tiers, il y a certaines règles d'éligibilité qui leur sont demandées, comme avoir bien indiqué dans le budget total le budget demandé pour leur entité. Voilà. Mais en tout cas, officiellement, hors ces règles-là, il n'y a aucune obligation. Elsa, je voulais juste revenir sur la question précédente pour le PERT. J'ai vérifié effectivement, le PERT en tant que lui n'est pas obligatoire. Ça peut être quelque chose de similaire. En revanche, un point sur la présentation graphique des composantes du projet qui montrent leurs relations, etc., c'est un point qui est obligatoire. C'est listé dans le template. C'est obligatoire dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui rend le projet inéligible, mais on vous conseille vivement de le mettre. Comme tout ce qui est dans le template, il vaut mieux suivre point par point ce qui est demandé qui soit présent dans la proposition. Ça ne va pas rendre le projet inéligible de ne pas mettre un PERT chart ou similaire, mais le conseil est de le mettre. Pardon, je voulais le... Tu fais bien. Le critère gender balance relève toujours du critère mise en œuvre. Alors, en fait, si je ne dis pas de bêtises, il n'apparaît pas comme tel dans la partie implémentation. Il n'y a pas un point qui est mis en avant là-dessus. Il y a la notion de genre dans la recherche qui est dans la partie excellence, mais là, on parle, je pense, du gender balance au sein des work package leaders, etc. Donc, en fait, il n'y a pas d'endroit qui apparaît. Par contre, à savoir qu'en cas d'égalité entre plusieurs propositions du Pathfinder Open, on va avoir une liste de facteurs qui vont être pris dans l'ordre pour savoir qui est classé en premier. Donc, on a le premier, c'est la note d'excellence. Le deuxième, c'est la note d'impact. Et le troisième, c'est le gender balance parmi les work package leaders. Donc, c'est quelque chose qui va être pris en compte et qui peut être totalement radical pour votre projet dans le sens où l'année dernière, il y a eu 12 propositions qui ont eu exactement la même note sur le note seuil qui était 4,7. Et donc, ces points-là ont été pris en considération. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération parce que le diable est dans les détails et que c'est ça qui peut faire balancer en votre faveur ou en votre défaveur également votre proposition. Et c'est dans la section 1, ce n'est plus dans la section mise en œuvre, implémentation, c'est désormais dans la section excellence. Oui, mais là on parle de… Section 1.3. Je pense que là, on parle du gender balance parmi les membres du projet, alors que dans la partie 1, c'est le gender dimension dans la recherche, si je ne dis pas de bêtises. Ah, pardon. Ou alors j'ai mal compris. En tout cas, oui, Chiara, tu fais bien de le préciser si la question. Non, mais ça. Le gender dimension est dans la partie 1, tout à fait, ouais. Et en tout cas, voilà, mais bien faire attention, ce n'est pas parce que ça n'apparaît pas clairement quelque part que ce n'est pas pris en considération. Est-ce que les partenaires non financés peuvent être autant impliqués que les autres? Alors, c'est un peu tricky, je trouve, comme question, mais dans le sens où ça reste des projets qui sont censés être européens. Donc, s'il y a une grande partie qui est prise par des établissements qui ne sont pas de l'Union européenne ou dans les pays associés, ils peuvent se poser la question de l'après. Dans Pathfinder, on a des notions de technologie. Donc, s'il y a une grande part, par exemple, par des Suisses, des Américains, ils vont dire oui, mais pour l'après, comment ça se passe? Est-ce que la technologie va partir en Suisse ou aux États-Unis? Et donc,
sortir de l'Union européenne. C'est plus ces points-là qu'il faut faire attention. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication. Si vous avez besoin de cette expertise et qu'elle est ailleurs, allez-y. S'il y a une cohérence, allez-y. Par contre, bien sécuriser, bien expliquer par A plus B que ça reste un projet européen et que ça va rester en Europe et que la technologie va être développée en Europe. Parce que ça, c'est un point qui est primordial. Et c'est quand les prochains cut-off pour le Pathfinder Open et Challenge après le 4 mai. Alors déjà, le Pathfinder Challenge, ce n'est pas la deadline le 4 mai, c'est le 19 octobre. Là, on est sur le Pathfinder Open. Et à la prochaine deadline du Pathfinder Open, c'est l'année prochaine, on n'a pas de date. On peut dire premier semestre, pour rester large, premier semestre 2023. Voilà. Et pour le challenge, pour l'instant, on a déjà le 19 octobre, donc c'est pas mal. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour, effectivement. On a très peu de retard et c'est bien ça de me dire qu'il n'en restait que 4. C'était réalisable. Oui. Non, je ne voyais pas du tout. Je me suis dit, bon, s'il en restait 10, c'est compliqué. Donc voilà, je ne sais pas. Nous espérons que ce webinaire, qui avait un format un peu différent des webinaires d'information classiques, qui était un peu plus dédié à ceux qui sont en train de soumettre pour le 4 mai, nous espérons que ça ait pu être utile et complémentaire à ce qu'on a fait en janvier. N'hésitez pas aussi à nous donner votre retour, si vous le souhaitez, par mail ou autre. Nous sommes intéressés d'avoir vos commentaires, vos retours, vos remarques et suggestions. Parce que voilà, ça permet aussi de répondre mieux à vos attentes. Voilà, on le fait vraiment pour vous. Oui, donc ça peut être intéressant de le co-construire, voir ce qui peut être amélioré. On l'a déjà répété pour ceux qui sont déjà venus à plusieurs de webinaires, mais on a un PCN assez récent au final. Donc, on se forme un peu avec vous. Donc, on vous enverra peut-être un petit questionnaire très rapide pour avoir vos retours là-dessus, qui est vraiment à savoir utile. Je sais que souvent les questionnaires, on a un peu la flemme d'y répondre ou c'est passé, donc voilà. Mais c'est très utile pour nous. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus, d'avoir assisté au webinaire. Et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Et bon courage, bonne chance pour ceux qui... C'est la dernière ligne droite. C'est ça, exactement. Bon courage. On espère vous retrouver l'année prochaine en tant que témoin de Heureux Projet Retenu. Exactement.